Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Missungi et la personne derrière elle, épisode 3. Missungi est sortie convaincue de sa première expérience avec l'iboga. Elle veut désormais vivre une véritable initiation. Être au centre du cercle, dans le rôle de la Banzi, prendre une dose importante pendant 2 nuits d'affilée et découvrir l'expérience fondamentale décrite par ceux qui sont passés par là avant elle. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Autant la première expérience, j'y suis allée en sachant même pas que j'allais faire une expérience, donc du coup j'avais rien projeté dessus, j'avais pas trop réfléchi à ce que, j'avais pas du tout réfléchi à ce que je venais chercher, et donc j'avais pas d'attente, et j'avais pas d'idée préconçue, voilà. Alors que donc, le moment où c'était moi le bandit, là, j'avais énormément projeté d'attente et ça a été assez décevant en fait, quoi. Toute la première nuit, j'étais dans un truc de... j'avais l'impression que ça me faisait pas d'effet. J'avais l'impression que ça ne marchait pas, qu'il se passait rien. Par ailleurs, j'avais énormément de mal à avaler quantité de bois donc très très amer, qu'on peut avaler qu'avec une toute petite quantité d'eau. Il faut boire le moins d'eau possible. Donc c'était difficile à avaler déjà. C'était vraiment dégueulasse au moment où je devais l'ingérer. Et ensuite, mon corps tout entier rejetait le truc, quoi. Tout mon corps disait alarme, il faut évacuer le truc. Donc j'avais énormément envie de vomir. C'est plutôt un truc qu'il faut garder. Il faut pas le vomir, il faut le garder parce que ça met du temps en fait à être assimilé par le corps. Donc si on le vomit, tu l'as avalé pour rien un peu, quoi. Donc faut le garder, donc faut pas vomir. Et donc j'ai l'impression d'avoir passé toute la première nuit à lutter physiquement. Et en plus à être pas contente de moi, pas contente du Nganga. J'avais l'impression que ça se passait pas comme il fallait, que c'était pas ça. J'étais pas contente. Et je cherchais les visions, j'essayais de toutes mes forces de me laisser aller, mais j'étais tellement énervée, je vois pas comment j'aurais pu me laisser aller. Et puis voilà, j'étais pas bien. Là, on était en extérieur aussi, on n'était pas en intérieur. Toujours dans le sud, mais on était dehors, donc à la lumière d'un feu, avec le ciel étoilé et tout. Ça aurait pu être dingue, quoi, tu vois. Tout le monde autour de moi m'a dit mais que que j'étais complètement pas du tout dans mon état normal, mais que en fait le trip que je me suis tapé, c'est ça, c'est que j'étais pas contente, quoi. Et donc du coup, la première journée, après la première nuit, j'ai passé la journée à leur raconter à quel point j'étais pas contente, et ils ont passé la journée à m'expliquer que il fallait que j'y réfléchisse, que c'était ça qui m'était arrivé, que c'était ça qui m'était arrivé, que c'était ça qui était signifiant, donc quoi, qu'il y avait sûrement quelque chose à faire de cette colère et de cette pensée, quoi. À la fin de la première journée, il y a un orage qui a éclaté. Donc, comme je te dis, on était en extérieur, sur une espèce de grand champ. Et le seul truc abrité qu'il y avait, c'était un petit poulailler en pierre. Donc, c'est vraiment un truc construit en 1900, je sais pas combien, tu vois, en pierre sèche.
un poulailler, quoi, tu vois, au milieu d'un champ. Et donc, comme gros orage et tout ça, on a été obligé de se rapatrier dans cette toute petite cabane très précaire donc on était 2 à être bandits encore cette fois-là. Et puis il devait y avoir pareil 3-4 personnes qui s'occupaient de nous. Notamment la sorcière rousse qui était venue pour assister à mon truc parce qu'on était très connectés depuis la première expérience, donc j'étais contente qu'elle soit là. Ils ont tout sorti les poules parce qu'il y avait vraiment des poules dedans. Ils ont sorti les poules, ils ont essayé de nettoyer le bordel, de nous installer un truc à peu près cosy, le tout sous la pluie pendant que nous on était complètement chez à se prendre la pluie sur la gueule. C'était nimp. Et puis l'orage, pour le coup, c'était dingue, quoi. Enfin, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. C'était le temps et c'est passé de manière très étrange et tout. Et donc, à un moment donné, on s'est retrouvés dans cette petite cabane, tous un peu dans une promiscuité un peu importante, avec des lumières de bougies qui dansaient un peu avec les pierres. Et cette nuit-là... ça a été assez rapide en fait, où il a dû me donner 1 ou 2 cuillères et très rapidement finalement j'ai plus du tout été là en fait, quoi. Contrairement à toutes les autres, déjà la nuit précédente où j'ai passé la nuit entière les yeux ouverts à pas décoller du tout de mon point de vue en tout cas. Là cette nuit-là c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que non seulement j'ai décollé, mais je suis carrément partie de... C'était un peu comme si j'avais dormi, quoi. J'ai dormi et du coup, ça s'est plus passé comme à un moment donné, je me suis réveillée, il faisait jour, et en fait, j'avais vécu des rêves, quoi, ce qui, de mon point de vue, était des espèces de... Mais en fait, pour moi, c'était pas des rêves, j'avais l'impression... J'ai mis très très longtemps au réveil à comprendre que c'était pas la réalité et que les autres avaient, parce qu'ils étaient dans mon rêve et que j'ai vécu des tas de trucs avec eux, pouvaient pas comprendre ce que je leur disais parce qu'ils étaient pas là, parce que c'était dans ma tête que ça s'était passé. Et donc ces rêves, on était sur une espèce de planète différente avec des règles physiques différentes, donc une pesanteur différente. C'était différent. À un moment donné, je commence à m'élever dans les airs et à devenir un cylindre, quoi. Mais vraiment un truc un peu... ça me fait penser à une imagerie un peu Pink Floyd, tu vois, des formes géométriques, un truc psychédélique des années 70. Et donc je suis un cylindre et je suis traversée par des comètes. Et donc je sens vraiment les comètes qui passent à l'intérieur de moi, le cylindre. Et des sensations de ouf malade, un truc hyper sexuel. Vraiment... extatique. C'était dingue. Et puis ils étaient tous là, eux aussi étaient des formes géométriques, donc je sais pas, on n'avait pas Dieu, mais en fait on se voyait. J'ai l'impression qu'à un moment donné on était tous en train de baiser ensemble, une espèce d'orgie cosmique géométrique. Assez dingue. Et voilà, ça a duré des heures, je passe les détails. Et donc moi quand je me réveille, je suis encore dans ce délire d'amour universel. Et j'ai super envie de baiser avec eux. Mais sauf que donc je me réveille dans cette espèce de petit poulailler pourrave. Tout le monde dort. Et en fait, je les réveille, quoi. Et j'essaye de les embrasser et tout. Et ils comprennent rien à ce qui se passe, tu vois. Et donc, comme ils sont pas très réactifs, ils sont pas très réceptifs à mon délire et tout. Et en fait, je commence à être triste à ce moment-là. Je commence à être triste et à me rendre compte que en fait, ça s'est pas passé, que tout ça, c'était dans ma tête, et qu'en fait, ça va pas, et qu'en fait, je suis seule, et là, je me sens hyper seule. Et là, je commence à vraiment ressentir une tristesse, mais d'une profondeur, et avoir l'impression que toute la joie a disparu, et je sors du poulailler. Le soleil est à peine en train de se lever.
J'ai l'impression que c'est la première fois que je regarde le monde, quoi, que j'avais jamais vu un arbre avant, que j'avais jamais vu le ciel avant, que tout est complètement, nouveau, enfin, c'est pas vraiment que c'est nouveau, c'est comme si j'avais jamais vraiment regardé avant. Hein, je me dis ça, quoi. Je me dis: «En fait, j'avais jamais vraiment regardé avant parce que si j'avais vraiment regardé, j'aurais vu» et là, je regarde tout et tout est mais en même temps, là, donc cette espèce de tristesse où je me sens hyper seule, mais d'un coup, c'est un truc, où, je finis par me sentir seule, mais c'est plus aussi triste. Et le monde est vraiment magnifique. Et, et j'arrive à ce moment-là à faire une espèce de lien entre ce sentiment d'être tout le monde, que tout le monde est moi, que je suis tout le monde, que du coup c'est impossible d'être seul, qu'on n'est jamais seul, qu'on est toujours tout le monde, etc. Ce truc hyper jouissif que j'ai ressenti, donc cette fois-là, dans ce rêve-là, mais aussi un peu dans la première expérience que j'avais eue. Et ce truc de plus rien n'existe, la solitude, le machin, ce sentiment d'être tout le monde, il y a que moi qui le comprend et du coup je suis seule avec ça et donc en fait je suis pas tout le monde et tout le monde est pas moi et il y a une espèce de truc comme ça. Ça s'est imbriqué dans un truc où l'un n'excluait pas l'autre, où ça fonctionnait ensemble, quoi. Et ça a été un peu la fin, la conclusion de ce truc-là. Donc cette expérience-là, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Assez déstabilisant, en même temps super intéressant, mais j'avais l'impression que c'était comme un truc pas fini, et puis je savais pas trop quoi en faire, et il y avait quand même ce truc qui restait, que je me sentais seule avec ça. Voilà. Donc je suis sortie de cette expérience avec un sentiment de pas fini. Clairement, un sentiment de pas fini. Il y avait une espèce de sensation, c'était plus de l'ordre de la sensation, que ça marchait pas complètement, que j'étais pas convaincue, et qu'il y avait quelque chose qui clochait encore, quoi. Et que surtout, en fait, c'est comme si j'avais encore cette espèce de résistance, quoi, et de sentiment de frustration. Vraiment, ce qui est resté de cette deuxième expérience, c'était la frustration, quoi. Et du coup, tout de suite, mais vraiment, je l'ai formulé tout de suite. On n'était même pas encore rentré de cet endroit, que j'étais en train de prévoir d'aller essayer l'ayahuasca. L'ayahuasca, on en a déjà parlé aussi dans Substance. Plusieurs témoignages dans la première saison décrivent les effets de cette boisson de la jungle amazonienne. Mais pour rappel, donc, c'est une boisson qui est préparée avec au moins 2 plantes. Elle est prise la nuit dans un cadre rituel avec une cérémonie menée par un chaman. Et souvent, celles et ceux qui tentent l'expérience viennent chercher une guérison de maladie ou de problèmes psychologiques. Sur Internet, on a des centaines, des milliers de personnes qui témoignent de l'efficacité parfois impressionnante du breuvage. Il y a énormément de témoignages dans toutes les langues. Mais au-delà de ces témoignages qui sont par nature subjectifs, on a aussi un certain nombre d'études menées dans un cadre scientifique qui ont réussi à objectiver le fait que l'ayahuasca peut être très bénéfique pour ceux qui la boivent. Alors on a de plus en plus d'Occidentaux qui se rendent en Amazonie pour essayer la plante, mais certains organisent des cérémonies ici, en Europe. Alors en France c'est illégal, mais c'est pas le cas partout. Et donc Missungi, c'est ce qu'elle va faire, elle va aller boire l'ayahuasca en Europe. Tout le monde m'a dit, c'est marrant, en général on fait les choses dans l'autre sens et tout. Normalement après l'iboga, c'est fini. Moi j'étais non, c'est le commencement, j'ai rien fini du tout, j'ai l'impression que c'est le commencement en fait, quoi. Que j'ai juste à peine trempé le doigt dans le bain, quoi. Je suis ressortie de là avec beaucoup plus de questions que de réponses, quoi. À ce moment-là, ça m'allait pas du tout. Et donc c'est comme ça que, assez rapidement, j'ai essayé l'ayahuasca. Alors pour tout vous dire, arrivé à ce moment-là de l'interview, on n'avait plus le temps malheureusement de rentrer dans les détails des expériences de Missungi avec l'ayahuasca, puisqu'elle en a bu à de nombreuses reprises. À un moment, elle y allait 1 fois par mois. Donc pour la suite de l'interview, on a décidé d'aller directement à l'essentiel, et elle m'a expliqué ce qu'elle a obtenu, en commençant par raconter qu'elle avait repéré un schéma qui se répétait avec régularité au cours de ses expériences.
je décide de faire ce truc avec l'ayahuasca. Au début, avec ce même moteur de je vais prendre l'ayahuasca une fois et ça va me faire une révélation, ça va être une baguette magique. En fait, j'attendais que ça soit magique et que ça me sauve de manière... j'ai rien à faire, quoi. Je prends le truc, je suis bien gentille de subir ce qui va m'arriver et ça va régler tous mes problèmes, tu vois. Et en fait, évidemment, ça se passe pas comme ça. Et ce que j'ai appris, en fait, de l'ensemble de mes expériences, avec le temps et avec le recul et avec la réflexion sur ce qui m'arrivait, c'était que, en fait, chaque fois que il m'était arrivé des trucs désagréables, chaque fois que ça avait été désagréable, voire très désagréable, genre super flippant, des expériences un peu traumatiques, tu vois. C'était systématiquement dans des cas où au début, c'était un peu désagréable. Et puis, j'essayais de lutter. J'essayais de détourner mon attention du truc désagréable. J'essayais de me dire que non, que ça allait bien. J'étais dans la lutte et dans l'envie de contrôler ce qui se passait. Et que chaque fois, du coup, ça s'envenimait. Ça devenait de plus en plus horrible jusqu'à ce que ce soit insupportable. Alors qu'à contrario, quand je lâchais prise, quand j'acceptais ce qui m'arrivait, ça se mettait à devenir... au moins pas plus désagréable, et au mieux, plutôt carrément agréable. Et du coup, il y a eu vraiment cette compréhension, en fait, que c'était une posture, que c'était moi à me positionner d'une certaine manière. Et bon, il y a quand même eu un espèce d'événement charnière qui s'est pas passé pendant une séance ayahuasca, mais une semaine après, j'étais chez mon compagnon. Il était en train de cuisiner dans la cuisine à côté. Moi, j'étais dans la chambre et j'étais allongée sur le ventre. Voilà, je pensais, quoi, tu vois, je me laissais comme ça, je divaguais. Et à un moment donné, donc, comme j'étais allongée sur le ventre, j'avais tout l'arrière de mon corps vulnérable, quoi. Et j'ai commencé à avoir cette petite idée dans ma tête. J'ai visualisé, quoi, une petite plume comme ça qui s'approchait, qui voltait comme ça au-dessus de mes pieds. Et puis cette petite plume, elle s'est transformée en une espèce de petit scintillement. Et puis ces petits scintillements, en fait, ça faisait comme des crépitements qui étaient en train de matérialiser en 3D quelque chose, une forme. Et en fait, je comprends parce que ça avance de mes pieds vers ma tête, que c'est en train de matérialiser en lévitation au-dessus de moi un autre corps. Donc des pieds, puis des mollets, puis des genoux, puis des cuisses, etc. Et donc je vois ce corps s'imprimer en 3D là, dans des petits scintillements, mais comme ça, quoi, juste moi qui imagine ça dans ma tête, et je laisse la vision se déployer. Enfin, je laisse mon imagination se déployer. Et ça me fait peur. Donc depuis le début, la petite plume, je la trouve menaçante. Les petits scintillements, je les trouve super flippants. Plus la vision se développe et plus je trouve ça maximalement flippant, quoi. Donc je suis super flippée, mais à ce moment-là, je décide de laisser le truc se dérouler, de pas juste ouvrir les yeux et faire autre chose, quoi. Je décide de voir, de voir jusqu'où ça va m'emmener, quoi. Mais c'est de plus en plus angoissant et tout. Donc ce corps, la dernière petite scintillement fait le dernier truc qui fait que le truc est complet. Et c'est un corps ni femme ni homme. Donc il n'y a pas vraiment de sexe, qui n'a pas de cheveux non plus, tu vois, qui a une couleur un peu presque morbide, tu sais, genre un peu livide. Donc... un peu flippant, mais en même temps le truc lévite au-dessus de moi, il a pas de posture agressive, il y a pas de, tu vois, c'est juste que le truc est pas très ragoûtant, un peu étrange, pas vraiment humain, mais quand même un peu. Donc j'ai très peur,
Et là, vraiment, il y a une grosse angoisse qui monte, quoi, parce que le truc se rapproche de moi. Comme s'il allait descendre, se poser sur moi. Donc j'ai super peur, mais je laisse le truc se faire. Et en fait, le truc effectivement se dépose sur moi. Je sens son poids se déposer sur moi. Et ses bras passent autour de moi, m'enlacent. Et là, en fait, le truc me fait un câlin, quoi. Et je ressens un bien-être, quoi. Un truc super agréable. Et à ce moment-là, ça fait super sens, quoi. À ce moment-là, je dis, ok, en fait, je pars du principe que la personne derrière moi est menaçante et me veut du mal, et donc j'en ai peur. Premièrement. Deuxièmement, jusqu'ici, toutes mes stratégies pour pas en avoir peur, c'était de me dire qu'elle n'existait pas, que c'était des conneries, que n'importe quoi, que c'est dans ma tête, que machin, nanana. Et du coup, je ne laissais pas mon imagination se développer jusqu'au bout. Je ne laissais pas la personne derrière moi s'exprimer. Et donc, je restais en fait sur ça n'existe pas, mais mon idée, c'est qu'elle est méchante, quoi, qu'elle me veut du mal. Et donc, à ce moment-là, je comprends qu'en fait, peut-être qu'elle n'existe pas, mais en fait, si, puisque dans ma tête, elle existe, donc c'est une forme d'existence. Plus je vais la rejeter, moins je vais pouvoir me l'approprier, l'apprivoiser et être à l'aise avec. Et donc, la dernière conclusion, c'est que, et en fait, si ça se trouve, elle est sympa, la personne derrière moi. Qu'est-ce que t'en sais d'abord? Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à mettre en place des trucs dans ma vie, de parler à la personne derrière moi. Enfin, je dis la personne derrière moi, mais ça se manifestait de manière un peu différente. Mais quand j'avais ces espèces de sentiments que j'étais observée, ou qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose, tu vois, sous l'escalier, derrière la porte, machin, et parler, puis même à voix haute, hein, je veux dire, y aller franchement, quoi. Et l'inviter aussi. Genre, lui parler, mais pas pour lui dire de s'en aller. Lui parler pour lui dire bonjour, l'inviter à me dire ce qu'elle avait à me dire. Et vraiment, du coup, accepter sa présence, quoi. Et à partir de ce moment-là, déjà, ça a énormément dédramatisé. Il y avait un truc un peu comique, un peu ridicule à me retrouver à parler toute seule plein de fois, quoi. Donc, il y avait le fait que ce soit drôle, ça faisait que j'étais moins en stress aussi. Et puis, assez rapidement, ça a très vite désamorcé vachement les crises d'angoisse, etc. Et du coup, presque la personne derrière moi se faisait de moins en moins présente et a fini par quasiment disparaître de ma vie, quoi. Dans la nouvelle Le cas de Dino Buzzati, dont je vous ai parlé en introduction du premier épisode, le héros Stefano, après avoir fui le monstre marin toute sa vie, finit par aller à sa rencontre. Et là, de la même manière que la personne derrière Missungi lui fait un câlin au lieu de lui faire du mal, eh bien le monstre marin dit à Stefano qu'il était chargé de lui remettre une perle magique qui pouvait lui assurer richesse et bonheur tout au long de sa vie. Stefano a donc passé son existence à fuir ce qui pouvait lui apporter le bonheur, et ce, sur les conseils de son père et de la tradition. Je trouve que ça offre un beau contraste avec l'histoire de Missungi. Elle aurait pu fuir toute son existence, cette personne derrière elle, mais elle aussi a préféré aller à la rencontre du monstre, sauf qu'elle n'a pas attendu la fin de sa vie. Après ça, plus besoin d'ayahuasca. J'y suis allée, je crois, encore une fois ou deux, parce qu'il m'était arrivé des moments un peu, tu vois, des moments charnières, une rupture, des trucs comme ça. Mais je me suis rendu compte que ça faisait plus vraiment de sens, qu'en fait, voilà, j'avais les outils, je les avais en main, que y retourner, c'était pour quoi faire. J'avais pas besoin de ça pour m'en rappeler, quoi. Et voilà, du coup, j'ai arrêté à ce moment-là. Après, j'ai continué à prendre des psychédéliques, etc. Mais voilà, ça c'est plus récréatif, quoi. Et moins
médicinal, on va dire, quoi. Avec du recul, Misunghi peut aujourd'hui expliquer ce que lui ont apporté les expériences avec l'ayahuasca et l'iboga. Elle nous dit pourquoi ces plantes l'ont aidé à se construire humainement à une période importante, puisque c'était le début de sa vie d'adulte. Tu vois, je fais du shibari aussi, donc c'est du bondage japonais. Je me fais attacher ou j'attache les gens, et pour moi, je le rapproche vachement de ce genre d'expérience. C'est qu'en fait, on va utiliser un outil. En l'occurrence, là, c'est une plante psychoactive, ou là, c'est le fait d'appliquer une contrainte et éventuellement de la douleur avec des cordes, qui va créer par le corps, par le biais du corps, ça va nous déstabiliser, ça va nous mettre en difficulté. Et du coup, là, on va devoir développer des stratégies de survie dans ce moment déstabilisant. Et du coup, pour moi, c'est comme de l'entraînement à la vie, quoi. Et du coup, tu as une occasion de t'entraîner et donc de développer des stratégies efficaces pour après t'en servir dans la vie, quoi. Enfin, pour moi, ça a opéré comme ça, en fait, quoi. Plus que comme des grandes révélations sur moi-même, quoi. C'était plus des grandes révélations sur comment il faut que... comment moi, c'est le mieux que je me comporte pour que ça se passe bien pour moi dans la vie. Ça m'a donné des moyens, des outils pour être dans le présent correctement, en fait. J'ai l'impression d'avoir appris à naviguer dans le présent d'une manière plus sereine et plus consciente, peut-être. Voilà. Et voilà comment s'achève le récit de Misunghi. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Dans le prochain épisode de Substance, on partira sur quelque chose de très différent. On écoutera la sociologue Anne Coppel nous raconter la genèse de la réduction des risques en France. D'ici là, portez-vous bien.